13 décembre 1998, 13 décembre 2020. 22 ans après l'assassinat du journaliste et de ses 3 compagnons, le peuple burkinabé attend toujours de savoir qui a tué, qui a ordonné de tuer. Pourquoi jusque-là, il n'y a toujours pas de justice? À ce jour, quel point peut-on faire du dossier Norbert Zongo? Vous l'aurez compris, chers auditrices, auditeurs de la 92.8 FM, vous êtes à l'émission spéciale entrant dans le cadre de la commémoration des 22 ans de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Bienvenue à tous. Et pour parler du volet judiciaire du dossier Norbert Zongo, nous recevons 2 invités. Il s'agit de Maître Prosper Farama, membre du collectif des avocats de la partie civile dans le dossier Norbert Zongo. Maître Farama, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous dis merci plutôt. Notre deuxième invité est M. Sibiri Eric Kam, président de la Ligue de défense de la liberté de la presse. Il était l'un des rapporteurs de la commission d'enquête indépendante dans l'affaire Norbert Zongo. Monsieur Kam, merci également d'avoir accepté notre invitation. Et bonsoir. Maître Prosper, j'ai envie de vous poser cette question pour commencer. Comment vous avez accueilli la triste nouvelle de la mort de Norbert Zongo et de ses 3 compagnons le 13 décembre 1998? Je pense que comme tous les Burkinabés, avec beaucoup de froid, de stupeur et d'émoi, parce que c'était la première fois que, en tout cas en ce qui concerne un journaliste, un civil, on assiste à une mort aussi brutale, parce que les échos de l'assassinat sont allés très vite. On a appris que le véhicule avait été calciné, ses occupants avec, et qu'il en était resté juste quelques cendres de corps. Vraiment, ça bouleversé tout le monde, je crois que tout simplement en tant qu'être humain. D'accord. Monsieur Kam, vous qui l'avez côtoyé personnellement, comment vous avez ressenti ce choc en apprenant cette nouvelle de l'assassinat de Norbert Zongo? Non, justement parce que je l'ai côtoyé bien avant cela, nous, à un moment donné, on était rassurés. On était rassurés parce que il était même devenu comme un symbole que le régime brandissait pour dire à quel point la liberté de la presse existe au Burkina Faso. Donc, on s'était dit que les périodes où sa vie était en danger là sont passées. Et je sais qu'une fois, nous avons eu une discussion où il disait que quand il écrit parfois, il se dit que quand les gens vont lire, ils vont se révolter, vous sortez dans la rue. Le journal sort, les gens achètent, ça ne suffit même pas, on fait des photocopies, mais les gens ne réagissent pas. Et comme moi j'avais fait mon mémoire de maîtrise sur l'opinion publique et la communication de masse, je lui ai dit non. C'est un travail en profondeur qui demande du temps. Il viendra un jour où effectivement les gens vont réagir. Et je crois que le 13 décembre, le 14 décembre, quand la rumeur a commencé à courir dans la ville, moi j'ai appelé une amie commune. Quand elle a décroché, elle pleurait. Donc j'ai su qu'effectivement ce qui se disait était vrai. Et là, franchement, j'ai été glacé. Parce que le vendredi 11 décembre 1998, on était ensemble jusqu'à 19h. D'accord. Dès les premières heures, les premières déclarations sur la cause de la mort de Norbert Zongo et de ses 3 compagnons, on évoquait la thèse de l'accident. La thèse de l'accident a même été donnée au journal de la télévision nationale. Certains même ont évoqué la question des chasseurs et des braconniers qui l'auraient tué. Est-ce que, Maître Farama, est-ce que ces thèses-là ont effleuré l'esprit de certaines personnes averties à un certain moment donné? Non, pas du tout. Je pense qu'aucun Burkinabé à l'époque n'était dupe. Personne n'a un seul instant cru en cette thèse. Il y a eu des thèses les unes les plus farfelues que les autres. Du genre, à un moment donné, je crois, le grand frère Kam pourra le confirmer. On a entendu dire que probablement il était possible que des munitions qu'il transportait parce qu'il était un chasseur auraient explosé dans le véhicule et qui auraient entraîné un brasier, que des braconniers avec qui il était en conflit sur les terrains des chasses auraient pu monter ce guet-apens, mais je crois que franchement, à part ceux qui servaient cette thèse-là, personne d'autre ne croyait en cela. Monsieur Kam, est-ce que selon vous, c'était déjà, vous voyez un crime politique qu'on venait de poser? La semaine qui a suivi l'assassinat, RSF est venu ici. RSF nous a rencontrés. Moi, j'ai dit à RSF, ça ne peut pas être un accident. Dans la semaine qui a suivi, il dit non, ça ne peut pas être un accident. Alors que RSF pensait que ça pouvait être un accident. Je lui ai dit non, ça ne peut pas être un accident.
l'homme que je connais là ne peut pas mourir de ce genre d'accident. Ça, ma conviction était faite. Maintenant, comment, qui, ça c'était une autre histoire. Mais j'étais convaincu que ça ne pouvait pas être un accident. Et sous la pression de la population qui réclamait vérité et justice sur le drame de Sapouy, une commission d'enquête indépendante a été créée. Sa principale mission était de mener toute investigation permettant de déterminer les causes de la mort de Norbert Zongo et de ses 3 compagnons. Monsieur Kam, vous qui avez participé aux travaux de la commission, quelle a été l'ambiance qui prévalait à l'époque? Non, il faut d'abord dire qu'il y a un premier décret qui a été pris, qui est la commission, et nous avons refusé ce décret-là parce que c'était un peu comme la commission spéciale qui avait été créée pour enquêter sur la mort de, comment il s'appelle, le professeur Ouedraogo. Clément. Voilà. Ouedraogo. Les travaux sont jamais aboutis. Donc, au regard de la composition que le gouvernement avait proposée, nous avons dit non, nous voulons une autre composition. Et ça qui a été pris en compte, on a créé une commission qui comptait 11 membres. 3 représentants de l'État, le ministère de la Justice, la Sécurité, la Défense. Au niveau des droits humains, le MDHP, le GRDS, ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Au niveau des professionnels des médias, l'AGB, la CEP, la Ligue pour la défense de la presse, et puis Reporters sans frontières. Voilà la composition de la commission à l'époque. D'accord. Et selon vous, c'était une commission qui était la bienvenue. Comme vous l'avez dit, le cas de Clément Ouedraogo, il y a eu une commission qui finalement n'a rien donné. Pourquoi cette fois-ci n'a rien trouvé même. Voilà. Pourquoi cette fois-ci, vous avez pensé que cette commission pouvait aboutir à quelque chose? Non, parce que nous avions la détermination qu'il fallait savoir qui a commis ces crimes-là. Parce que j'ai dit aux gens, en fait, nous nous sommes battus, non pas tant pour Norbert Zongo, mais pour nous-mêmes. Parce qu'à l'époque, après l'assassinat de Norbert Zongo, s'il n'y avait pas eu cette réaction, s'il n'y avait pas eu cette mobilisation, je pense que beaucoup de défenseurs des droits humains ne seraient plus de ce monde-là. Donc, on défendait, on dénonçait l'assassinat de Norbert Zongo, mais en même temps, c'était une façon de protéger nos vies pour que ça ne se poursuive pas. Parce que très souvent, en fait, ce qui se passait, rappelez-vous, on te fait et puis il n'y a rien. Si tu fais, on te fait et il n'y a rien. Donc, s'il n'y avait rien eu, moi, je suis de ceux qui pensent que ça allait continuer. Maître Farman, est-ce que vous avez cru à un certain moment à cette commission-là? Est-ce que vous avez pensé que cette commission-là pouvait aboutir à quelque chose? Oui, d'abord, il faut rappeler que, quand même, historiquement, cette commission changeait d'avec les autres commissions qu'on a connues. C'était déjà la première résultante de l'engagement du peuple pour obtenir justice et vérité dans cette affaire. Parce que, comme disait le grand frère Kam tout à l'heure, dans les autres cas, c'était des commissions, on va dire, administratives qui avaient été mises à la hâte sur pied par le gouvernement, en fait, juste pour amadouer la conscience du peuple. Mais là, déjà, la première lutte du peuple, c'était d'avoir une commission indépendante. D'où d'ailleurs sa dénomination, commission d'enquête indépendante. Et vous voyez sa composition déjà. Des structures d'une certaine crédibilité déjà se sont imposées, ont pu participer à l'enquête. Et il faut reconnaître que ça a été obtenu au forceps. C'est pas parce que le régime le voulait qu'ils ont accepté cette composition et ce format-là. Surtout quand vous dit le grand frère Kam, le premier format prévu par le décret était conçu pour être dans la logique de ce qui s'était déjà fait les années précédentes. Mais là, je crois que la volonté affirmée déjà des acteurs qui voulaient la justice et la vérité dans cette affaire était claire. Et le gouvernement a dû accepter, mais évidemment en se disant qu'il trouverait les moyens de manœuvrer par la suite. D'accord. Monsieur Kam, la commission a fait son travail, la commission a mené des investigations et elle a produit un rapport. Est-ce que vous pouvez revenir sur les conclusions de ce rapport-là? Non, les conclusions sont claires. En fait, à la limite, nous sommes allés au-delà de ce que le décret disait. Le décret disait qu'il fallait enquêter sur les causes de la mort. La commission est allée au-delà des causes de la mort et a trouvé les personnes susceptibles d'avoir causé cette mort. Donc, il y a une liste de personnes que nous avons désignées comme étant des suspects sérieux qui a été établie. Et
On ne les a pas choisis comme ça au hasard. C'est à partir de faits convergents, de gens pris dans leur propre mensonge. Et ils n'avaient pas de rien de mentir s'ils n'avaient rien à cacher. Donc, tout ça mis ensemble. Et ensuite, l'arme qui a servi à tuer. Mais l'expert balistique est venu. Quand il a fait l'autopsie, il a trouvé la balle dans le restant des corps. Mais il a dit que cette balle-là correspond à telle arme. Et cette arme-là n'est vendue qu'aux États. C'est-à-dire qu'un individu ne peut pas l'acheter sur le marché. Et les États qui les achètent, c'est pour doter les forces antiterroristes, les corps de sécurité rapprochés. Et surtout que le Burkina Faso avait commandé ces armes-là. Et ces armes-là, seul le RSP en était doté. La police ne l'avait pas, la gendarmerie ne l'avait pas, eux seuls l'avaient. Or, c'est ça qui a servi à tuer. Donc, il y a un lien quand même qui s'établit entre le RSP et l'arme. Et quand on a su cela, on a décidé d'aller visiter, perquisitionner l'armée de la présidence. Le commissaire qui a conduit la délégation, qui a conduit l'équipe, on l'a fait attendre pendant 1 heure du temps, au moins. Avant d'ouvrir l'armurerie, il va rentrer au motif que celui qui avait la clé là était sorti. Vous pensez réellement que l'armurier de la présidence peut s'absenter pendant toute 1 heure du temps sans qu'il ne puisse y avoir possibilité d'accéder à l'armurerie? Et si la présidence est attaquée, on fait comment? Donc, nous pensons, et ça c'est ma conviction, que ce temps qu'on a mis pour nous permettre, et qu'on nous a fait attendre pour pouvoir accéder et perquisitionner, c'est un temps qui a permis de faire disparaître ces armes-là avant qu'on entre. Donc, quand vous avez tous ces éléments-là, mais ça pointe quelqu'un, ça va vers quelqu'un. Ensuite, sur les individus qui ont été, les éléments qui ont été identifiés comme étant des suspects sérieux, chacun a donné sa position. Quand on vérifie, c'est pas vrai. Il dit, le 13 décembre, j'étais à tel endroit. On vérifie, il n'était pas là-bas. Et, c'est-à-dire, il y a des cumuls de mensonges. Il y a un jeune adjudant qui est venu. La commission l'a interrogé. Il dit non, qu'il suffit de se référer au registre des gardes. Si on prend le registre des gardes, on sait où chacun était le jour du 13 décembre. Il dit bon, d'accord, le lendemain, lui, il va nous apporter ça. On a fait son audition dans les environs de 21h, 21h30. Il est parti. Le lendemain, le revenu dit que non, il s'est trompé, qu'il n'y a pas de registre de garde. Alors que tout le monde sait que c'est faux. Dans tous les corps militaires et paramilitaires, il y a des registres de garde. Voilà. Quand on fait tous ces mensonges-là, toutes ces manœuvres-là, pour vous empêcher d'accéder à ces questions, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on veut cacher. Donc, en clair, c'était un crime politique. Norbert Zongo a été tué. C'est même pas un crime politique. Norbert Zongo n'était pas un politique. C'est pas un crime politique. Il a été tué parce que c'était lié à ses activités journalistiques. Il y a eu une affaire privée qui a entré dedans. Revenons à l'affaire David Ouedraogo. Dans l'affaire David Ouedraogo, il y a un marché qui a été établi entre la famille Compaoré et la famille Norbert Zongo. David Ouedraogo, c'était le chauffeur de François Compaoré. Vous cessez d'écrire. Le petit frère de Blaise Compaoré. Vous cessez d'écrire et la famille Compaoré va demander pardon à la famille Ouedraogo. C'était ça le marché. Et Norbert a arrêté d'écrire. Et pendant ce temps, la famille Compaoré n'est jamais allée pointer les excuses à la famille Ouedraogo. Et donc, il dit, bon, si c'est comme ça, je reprends mes écrits. Voilà, donc, moi, je fais le lien entre ça et son assassinat. Ce n'est pas une affaire politique. D'accord. Maître Prosper Farama, est-ce que vous pensez que les conclusions du rapport étaient concluantes? Oui, bon, déjà, je pense qu'il y a un aspect sur lequel le grand frère Cam pourra revenir. Mais il faut savoir que déjà, le rapport mis à la disposition du public par la commission d'enquête, semble-t-il, était déjà édulcoré. C'est-à-dire qu'il était moins dur que le rapport originel qui a été débattu pour tomber sur ce modus vivendi. Mais les conclusions du rapport, écoutez, n'étaient même en soi pas étonnantes. Déjà, chacun avait une idée de ce qui a pu se passer. Quand on lit le
le contenu du rapport, on voit bien que des dizaines et des dizaines de personnes ont été entendues. Des opérateurs économiques dont on soupçonnait des implications plus ou moins directes ou indirectes dans l'assassinat de Norbert Zongo ont été entendus, mis en difficulté, confondus. Quant aux militaires, je crois que quand vous lisez, il y a un élément, moi il y a deux éléments que je retiens toujours de ce rapport. Le grand frère Kam parlait d'une arme militaire. C'est la première fois que j'ai entendu parler d'une arme qui s'appelait Valpro. Là, je crois que l'expert a été très clair. L'arme utilisée était de type Valpro. Et c'était une arme particulière utilisée par des services spécialisés, donc dont les gardes rapprochés, et qui coïncide particulièrement avec ce qu'utilisait la garde présidentielle. Ensuite, les six suspects sérieux. Je pense que cette notion de six suspects sérieux, bon, c'est par euphémisme que la commission a dit six suspects sérieux. Mais en vérité, la commission n'était pas loin de dire voilà les coupables. Mais comme elle n'était pas un organe de jugement, elle ne pouvait pas dire c'est des coupables. Parce que les indices qui ont été rassemblés, étant ça l'objet de la commission, les indices rassemblés, mais sont des indices tellement criants. Regardez, moi je me rappelle d'un fait. Tous les six suspects sérieux, parce qu'il faut rappeler historiquement, peut-être pour que certains puissent avoir une compréhension de la situation. Le jour de l'assassinat de Norbert Zongo, la garde présidentielle, j'ai oublié le terme qu'ils utilisent militairement, mais ils sont consignés. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas bouger, parce que le président de la République était en déplacement, je crois, au Soudan. Voilà. Et il devait rentrer. Et donc, en pareille situation, tout le monde est réquisitionné, ils sont en alerte, parce que le président va arriver, il faut être prêt à agir. Personne ne bouge de son poste. Et ça, tous les officiers militaires le disent et le confirment. Curieusement, les six suspects qui ont été alpagués, écoutez, épinglés, on se rend compte que chacun d'eux, au moment où le crime est supposé avoir été commis, a été absent de son poste. Et les prétextes qu'ils ont trouvés étaient quasiment les mêmes. Tantôt, je me rappelle qu'un a dit oui, il a appris que sa femme était malade, il est parti, on a dit oui, je suis allé voir ma soeur malade. Enfin, ils avaient tous un argument du genre, j'avais un parent malade, donc j'étais obligé d'y aller. Est-ce que vous imaginez raisonnablement qu'une sécurité présidentielle puisse se départir de six de ces éléments sur des motifs aussi fallacieux et qui coïncident clairement avec le temps où l'assassinat a été perpétré. Ça, c'est juste un élément parmi tant d'autres, pour permettre de comprendre pourquoi on les a qualifiés de suspects sérieux, pour ne pas dire qu'en fait, c'était les exécutants. En réalité, c'était des vrais coupables. Voilà, exactement. D'accord. Monsieur Kam, est-ce qu'il y a eu des tentatives de rejet du rapport par certains membres de la commission? Non, en fait, le rapport, nous sommes des rapporteurs. Quand nous avons fait toutes les interrogations, on a estimé qu'on avait assez d'éléments pour ne plus avoir à convoquer quelqu'un, parce qu'on ne convoque pas quelqu'un parce qu'on veut le convoquer. On convoque quelqu'un quand son nom sort, quand son nom est donné par quelqu'un. Donc à un moment donné, on avait fait le tour de la question, on avait des éléments qui permettaient de dire voilà ce qui s'est passé. Donc, nous, rapporteurs, on nous a demandé de faire le plan du rapport. Nous avons fait le plan du rapport qui a été adopté par l'ensemble de la commission. Nous avons rédigé. Et on rédige, et au fur et à mesure qu'on rédige, c'est soumis à correction, à amendement. Donc on corrige les fautes d'orthographe, les fautes de style, mais également certaines phrases qui sont trop fortes, ou bien certains mots qui sont trop durs, mais qui ne sont pas assez chauds, ainsi de suite. Donc il y a eu toute cette alchimie-là. Et quand tout ça est fini, un soir, on a pris le rapport, chacun a reçu une copie complète. On l'a relu page par page et quand on a fini, on a mis le rapport à l'adoption. Les 11 commissaires ont adopté unanimement le rapport. Maintenant, il fallait matérialiser cette adoption-là par un PV. Et c'est quand moi j'ai rédigé le PV, et il était déjà dans les environs de 20h, 21h, notre souhait était que les gens signent avant de rentrer. Donc, le commissaire Gay a signé, lui remettait le ministère de la Sécurité, il a signé, les autres commissaires signaient, et puis on cherchait les commissaires Traoré Herman, aujourd'hui Zeba, et puis Sonda Jean-Émile plutôt,
président de la haute cour, de la Cour des comptes aujourd'hui, pour signer également. Quand on les a trouvés, ils ont dit qu'on leur a dit de ne pas signer. Qui? Non, de toute façon, quand on dit on sait bien qui c'est on là. L'ordre vient de la hiérarchie. La hiérarchie, pour eux, c'est le ministère, c'est le ministre. Voilà, puisqu'ils ont été désignés par leur ministre. Donc, il n'y a que leur ministre qui peut leur dire de ne pas signer. Quand on leur a dit de ne pas signer. Non, nous, on n'a pas demandé qui a dit. On sait déjà que c'est leur ministre. Qu'est-ce qu'il reprochait au rapport? Non, il ne pouvait rien reprocher au rapport puisqu'on a adopté le rapport. Donc, ce n'est pas qu'il reprochait au rapport. Mais c'était une manœuvre pour discuter le rapport et discuter la commission, comme si quelques personnes au sein de la commission s'étaient évertuées à écrire ce qu'ils voulaient sans prendre en compte les avis, les choses. Comme a souligné Maître tantôt, ce rapport-là, c'est un rapport consensuel. C'est-à-dire que lorsque un membre de la commission n'est pas d'accord sur une formulation, il dit non, ça là, je pense qu'il propose, on discute. Et c'est comme ça. C'est vrai, il y avait des rapporteurs qui rédigeaient, mais le rapport a été adopté chapitre par chapitre, paragraphe par paragraphe, paragraphe par paragraphe, par chaque membre de la commission. Donc, quand ils ont dit qu'on a dit de ne pas signer le PV, moi je dis, bon, moi ça ne me pose pas de problème, de toute façon, on a adopté le rapport. Et quelles étaient les principales difficultés lors des travaux de la commission? Les difficultés, c'est-à-dire que d'abord, il faut d'abord dire qu'on a eu à notre disposition des officiers de police judiciaire qui étaient très compétents et très consensueux. Quand ils ont retrouvé le berger qui a assisté à l'assassinat, il y a un berger qui a assisté à l'assassinat. Ils ont eu l'information, mais ils l'ont retrouvé. Et ils nous l'ont amené. Et il a décrit la scène. Il ne connaît rien dans l'armée, les choses, mais quand il a décrit l'arme là, quand l'expert balistique est venu, la description que le berger a donnée correspondait à l'arme que l'expert a identifiée comme étant l'arme qui a servi à commettre le crime. Mais après, on a prétexté une affaire de torture là pour les retirer et remplacer par de nouveaux éléments. Bon. Et là, effectivement, ça a impacté un peu sur la suite du choix. Et puis, on nous a envoyé un joueur farfelu qui est venu nous tenir en haleine, qui nous a raconté tout de A à Z, qui a cité même des gens qui auraient été ceux qui ont exécuté Norbert Zongo et ses compagnons, disant que c'était des éléments qu'on a fait venir hors de Ouagadougou, et tout ça, des éléments de l'armée bien sûr, et qu'ils avaient dormi à l'hôtel Splendide, et tout ça. Donc, tout de suite, on a mis le processus en branle, on a été vérifier les registres de l'hôtel Splendide, rien, on a appelé les intéressés, ils sont venus, non seulement ils ne sont pas venus en Ouaga, mais on a pu avoir la preuve que au jour du crime là, ils étaient à leur poste officiel. Donc, on essaie de nous divertir. Le rapport a été transmis au juge d'instruction, Wenceslas Ilboudou. Malgré tout, le dossier n'a pas avancé. Et, maître, qu'est-ce qui a bien pu se passer? D'abord, pour comprendre ce qui a bien pu se passer, il faut, parlant du rapport et des difficultés rencontrées, peut-être en citer sur un aspect. L'un des commissaires qui a refusé de signer, le juge Jean-Émile Somda. Le juge Jean-Émile Somda, il faut savoir que dans son parcours par la suite, pour ne pas dire ainsi, il a rejoint le parti au pouvoir, parce qu'il a été ministre de la fonction publique. Bon, c'est bon à savoir. Et à l'époque, magistrat, puisqu'il représentait le ministère de la Justice, refuse de signer un rapport sans aucun argument sérieux. En tout cas, non, aucun argument sérieux n'a été présenté. C'est pas qu'il n'est pas d'accord avec le rapport. Absolument. On lui a pas signé. Ok. Donc ça, c'est bon à savoir. Donc évidemment, ça vous permet de comprendre que si la commission a été mise sur pied et qu'un rapport a été pondu, on ne s'attendait pas vraiment à ce que ce rapport-là puisse produire les effets qu'il a produits. Et surtout qu'on ne puisse pas les utiliser. Or, le rapport était censé jouer un rôle d'enquête préliminaire pour pouvoir être utilisé par la justice. Mais curieusement, le rapport arrive à la justice. Déjà, il faut voir qu'il s'est écoulé un temps. Parce que je crois que le rapport a été transmis à la justice en 2000.
ou 2011, je me Non, rappelle. c'est même pas ça. C'est que Oui. quand le procureur a reçu le rapport Oui. avec les personnes identifiées, il a fait un réquisitoire complémentaire. Mais au lieu de viser les 6 là, il a fait contre X. Absolument. Alors qu'il n'y a personne identifié. Il y a des gens qu'on a identifiés. Mais donc, s'il avait requis contre ces 6 là, et que le juge d'instruction reçoit ce réquisitoire supplétif complémentaire là, et puis il les met sous moyen de dépôt là, mais les gens allaient parler. Mais quand il fait un réquisitoire, il met contre X, mais c'est pour dire au juge d'instruction, il ne faut pas donner ces gens-là. Donc lui aussi, il recommence à chercher, alors que déjà on a déjà identifié des gens. Il aurait pu partir de ceux qu'on a identifiés, quitte après à dire que non, en réalité, ce n'est pas les vrais auteurs. Mais il les a écartés pour commencer à chercher à part. Donc, or, effectivement, leur mise en accusation, leur mise sous mandat de dépôt allait provoquer un choc psychologique qui allait les amener à parler. Et aujourd'hui, l'affaire serait réglée depuis 2002 ou plus tard. D'accord. On va parler maintenant de l'instruction du dossier Norbert Zongo. Des suspects sérieux ont été identifiés dans le dossier, vous l'avez dit. Il s'agit du soldat Christophe Kombassere, du soldat Husseini Yaro, du caporal Wampasba Nakuluma, du sergent Banagulo Yaro, du sergent Edmond Kwama et de l'adjudant Marcel Kafando. Finalement, le 18 août 2006, la justice déclare un non-lieu, c'est-à-dire que le dossier est classé. Maître, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à cette déclaration de non-lieu? Oui, déjà, pour revenir, pour rebondir là où s'est arrêté le grand frère Cam, c'est-à-dire qu'il faut savoir que lorsque le rapport de la commission est bouclé, je crois que c'est dans les années 99, mais la première inculpation dans ce dossier n'intervient qu'en 2001. Donc 2 ans. Alors qu'il y a un rapport fourni qui donne des éléments substantiels, des faisceaux d'indices très clairs, mais en aucun moment, les juges ne se fondent sur ce rapport. Alors même que ce rapport avait été conçu pour pouvoir servir d'appoint à la justice pour l'enquête. Mais rien n'est fait. C'est seulement en 2001 qu'il y a la première inculpation. Et qui est inculpé? C'est pas les 6, un seul. Notamment Marcel Kafando. Et les autres, on ne sait pas pourquoi, ils ne sont pas inquiétés. Et puis... évidemment, le non-lieu intervient lorsque on rencontre le juge pour comprendre, c'est lui qui convoque pour donner les explications. Il a cette explication très simple. Elle dit, en réalité, j'ai inculpé, moi à l'époque, Marcel Kafando parce que il y a un témoin qui a déposé sur son emploi du temps présumé du 13 décembre et qui a confirmé que effectivement, l'emploi du temps que essaie de démontrer Marcel n'est pas vrai. La personne prétend que, tel que la journée de Marcel Kafando s'est déroulée et qui lui a été présentée, a des concordances avec les heures de l'assassinat. Il dit que c'est sur cette base que j'ai inculpé Marcel Kafando. Il se trouve que ce monsieur était employé dans une entreprise de téléphonie mobile de la place. Et quelques jours après, semble-t-il, quelques temps après son témoignage, il aurait perdu son emploi. On ne sait trop pourquoi. Et donc, le monsieur serait revenu sur sa déposition. Il est revenu voir le juge, semble-t-il, pour dire, écoutez, ce dont je parlais, j'avais dit que l'emploi du temps de Marcel, c'était le 13 décembre. Mais en vérité, je trouve que ça devrait être peut-être le 14. Donc, je ne suis pas sûr. Le 13, non, ça doit être le 14. Donc, vous voyez, il sème le doute. Donc, du coup, partant de ce doute, le juge dit, si c'est sur la base de cet élément que moi j'ai inculpé Marcel Kafando, mais comme maintenant, le seul témoin qui l'incriminait, est revenu sur sa déclaration, moi je suis obligé, et ça sur demande du procureur, je suis obligé de lever son inculpation. Et il lève l'inculpation, et là je finis là rapidement, mais il décide de ne pas continuer l'enquête. C'est ça le plus curieux, c'est qu'on dise qu'il n'y a pas d'éléments suffisants contre Marcel, d'accord, mais il dit qu'il y a des éléments suffisants contre personne. De toute façon, il n'y a personne d'autre. Mais donc, moi, je suis obligé de clore le dossier. Et puis, voilà, c'est le non-lieu, c'en est fini, le dossier Norbert Zongo. Oui, alors qu'on sait que ce n'est pas une seule personne qui a attaqué ce véhicule ce jour-là. C'est une équipe. Donc, même si Marcel Kafando est relâché parce qu'il n'est pas sorti, on continue à chercher les autres. C'est un crime collectif. Ce n'est pas une personne qui a fait ça. C'est une équipe. Le rapport parlait de 3 à 4 personnes. Non, quand vous prenez le rapport balistique, le véhicule, les deux côtés, on a tiré sur le véhicule.
Voilà. Donc, quand même, c'est pas une une personne ne peut pas tirer des deux côtés en même temps. Ouais. Il y a des personnes qui ont certainement agi directement, étaient 3 à 4. Mais l'équipe, on va dire, logistique qui a coordonné l'action, évidemment, c'est peut-être un plus de 6, mais en tout cas, la commission a retenu ceux contre qui il y avait des indices forts concordants. Donc, maître, il y a eu beaucoup de manquements dans l'instruction du dossier. On dirait que ce n'est pas des manquements. Quand on parlait de manquements, c'est comme si c'était des choses involontaires. Non, il y avait une volonté de ne pas enquêter dans cette affaire. Il y avait une volonté d'étouffer cette affaire. Dans une procédure normale, ce juge d'instruction qui, à un moment donné, prend une ordonnance et communique au procureur qui dit « Bon, je suis d'accord avec toi » et ça continue. C'est comme ça, normalement, l'action judiciaire. Mais ici, c'est le procureur qui dit, écoute, arrête d'enquêter parce qu'il n'y a pas de personne. Non, c'est pas ça. C'est pas le rôle d'un procureur. Le procureur de la République, le procureur du Faso, c'est celui-là qui, normalement, doit défendre la société contre les délinquants. Donc, lui, il doit être la personne qui est la plus déterminée à poursuivre et rechercher les délinquants. Il dit non, ça va, comme c'est pas lui là, arrête. Et j'ai dit à l'époque, vous avez cherché, vous n'avez pas trouvé. Et c'est quand vous allez arrêter de chercher que vous allez trouver. Puis c'est ce qu'ils ont dit, On va mettre ça de côté, en attendant que des éléments nouveaux. Les éléments vont venir comment? Par quel... Voilà. Donc, c'était une façon délibérée de casser le dossier. Et puis, en se disant que, bon, nous sommes en 2006, 10 ans après, il y a prescription. Et terminé. D'accord. Et en 2011, le dossier va refaire surface après que la famille et les avocats du feu Norbert Zongo aient saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La Cour a constaté un certain nombre de défaillances de l'État burkinabé dans la gestion du dossier. Elle a, entre autres décisions, condamné et ordonné l'État à reprendre les investigations en vue de rechercher, poursuivre et juger les auteurs des assassinats de Norbert Zongo et de ses 3 compagnons. Maître Farama, quelle a été votre ligne de défense devant cette Cour? Mais d'abord, pour comprendre la ligne de défense que les avocats de la famille ont présentée devant la Cour, il faut rappeler que les procureurs qui ont géré ce dossier étaient suspectés, très fortement suspectés d'être en accointance avec le pouvoir politique. On se souviendra, il faut dire que, par exemple, l'un des procureurs, Yamiogo Draman, qui était à l'époque au commencement de cette affaire, est devenu par la suite ambassadeur de Burkina Faso au Nigeria, ce qui n'est pas interdit pour un citoyen, mais ça permet à chacun d'apprécier. Il y a eu le procureur général Barry Abdoulaye, qui lui est devenu très clairement conseiller spécial à la présidence. C'était des personnes qu'on soupçonnait. Le troisième, c'était Sagnon Adama, qui était ministre sous la transition et que les gens ont refusé à un moment. Ok, donc vous voyez. Et donc, en partant des éléments concrets, évidemment, ce qui a été exposé à la Cour, c'est très clairement que d'abord, tout citoyen burkinabé a droit à un procès, a droit à l'accès à une justice et a droit à un procès équitable, dans des délais raisonnables. Et il n'est pas admissible dans un état de droit qu'un appareil judiciaire ait à dire « mais non, on ne peut plus rechercher des coupables dans un dossier ». Enfin, ce qui déjà est une entorse au droit des victimes. Mais deuxièmement, même la façon dont l'enquête a été menée démontrait très clairement que rien n'a été mis par l'appareil judiciaire pour rechercher de façon sérieuse les personnes à juger éventuellement dans cette affaire. On a passé au pain fin certains de ces éléments que vous voyez. Donc en partant sur ces éléments-là, ce qu'il était demandé à la Cour, à la Cour africaine des droits de l'homme, c'était de constater que l'État burkinabé violait un de ses engagements fondamentaux qui était de permettre à tout citoyen burkinabé, dans le besoin, d'accéder à une justice libre et indépendante. Or, la justice qu'on nous avait servie n'était visiblement pas indépendante. Sur la base de ces éléments-là, je crois que la Cour a compris qu'effectivement, il s'opposait à un problème. Parce qu'entre-temps, ça c'est une petite parenthèse, l'un des premiers juges d'instruction qui avait commencé le dossier, j'oublie déjà le nom, qui avait eu le malheur de convoquer François Compaoré, il a eu une suite de carrière terrible. On a compris. Donc, tous ces éléments, mis les uns dans les autres,
ont permis à la Cour de constater que la justice burkinabé n'avait pas fait son travail, et en l'espèce, c'est l'État qui est condamné à prendre toutes les dispositions pour que la justice soit rendue. D'accord. Maître, Monsieur Kam, est-ce que vous pensez effectivement que la justice burkinabé a travaillé à brouiller les pistes pour ne pas qu'il y ait la lumière sur ce dossier? Elle ne voulait pas du dossier. En fait, ce n'est pas pour eux, parce que comme j'étais le rapporteur de la commission, on peut penser que je suis d'un parti pris. Sinon, c'est-à-dire que les gens qui ont été identifiés là, c'est sur la base d'éléments concordants, convergents. Voilà. Sinon, avant même que la commission les convoque, leur nom circulait dans la ville. Mais on n'a pas fait ça pour argent comptant. Jusqu'au moment où ils ont commencé à les faire venir, et à l'époque, c'est-à-dire en fait, l'État burkinabé s'est mis au service de ceux qui ont tué Norbert Zongo. Parce que quand on convoquait un élément de l'armée, avant qu'il ne vienne, il y a ce supérieur qui l'entretenait. Comment il faut aller répondre, et ainsi de suite. Voilà. Et quand il rentrait, on lui demandait, qu'est-ce que tu as posé comme question, quel point tu as donné, pourquoi on ne prépare celui qui va venir par la suite. Donc, au sein même du RSP, il y a des gens qui ont travaillé à couvrir ces gens-là, pour qu'on ne puisse pas avoir des preuves. Je parlais de cet adjudant qui avait dit qu'il y a le registre des gardes qui permet de savoir où chacun était à chaque jour de la semaine. Mais il est revenu là et dit que lui s'est trompé, ça n'existe pas. Alors que c'est faux, ça existe. Donc, ça veut dire que même la fameuse arme, quand nous avons, grâce à l'expert en balistique, su quelle arme avait utilisée, nous avons écrit aux différents corps militaires et paramilitaires de l'État burkinabé pour demander ceux-là qui avaient cette arme-là en leur sein. Il y en a qui ont écrit pour répondre, pour dire oui, non, pas cette arme-là. La police a écrit pour dire nous l'avons, mais dans sa version longue pour lancer les grenades. Or, ce n'est pas la version longue qui a été utilisée, c'est la version courte là. Voilà. Et ça, on sait que c'est le RSP qui avait ça. Et qu'on n'a jamais voulu donner ça à la gendarmerie. Donc, c'est clair. Donc, voilà. C'est un faisceau de faits convergents qui ont fait ça. Maintenant, le procureur prend ça, il met tout ça de côté. Le juge d'instruction, qui était venu de temps en temps à la commission pendant que nous faisions nos travaux, lui aussi, il a écarté ça. Alors que, par exemple, nous, je ne dis pas qu'on l'a associé à nos travaux, mais nous étions accessibles. Parce que nous savons qu'après nous, il doit prendre le relais. Mais il n'a pas pris le relais. Et à la faveur de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, le dossier va connaître une réouverture en 2015. Il y a des inculpés. Un mandat d'arrêt international est même lancé contre François Compaoré, qui se trouve actuellement en France. Maître Farama, quel point faites-vous à ce jour après cette réouverture? Oui, d'abord parlons de la réouverture. Il faut savoir que déjà avant 2015, il y avait des éléments suffisants qui permettaient la réouverture du dossier. Mais c'est pour vous dire à tel point la justice n'avait pas envie de réouvrir ce dossier. Parce qu'en parenthèse, à un moment donné, les avocats ont reçu deux individus, deux jeunes hommes, qui voulaient spontanément, que personne ne connaissait, qui sont venus se présenter spontanément, voulant témoigner. Témoigner pour dire qu'à leur avis, François Compaoré était impliqué dans l'assassinat de Norbert Zongo. Parce que pour eux, ils avaient eu l'occasion d'échanger avec lui, je ne rentrerai pas dans les détails de les circonstances de leur rencontre, d'échanger avec lui, et que, parlant de Norbert Zongo, il avait dit que il prendrait les dispositions pour qu'il arrête d'écrire. Et contre, parce que en fait c'était des membres de la famille de David Ouedraogo. C'était deux jeunes, des membres de la famille de David Ouedraogo. Et François les avait reçus pour essayer d'obtenir leur soutien contre ce que Norbert écrivait. Et ils décrivent les circonstances dans lesquelles les négociations qui ont eu lieu. Il y a un qui travaillait à Air Burkina, l'autre devait avoir, je crois, une assistance pour faire une activité lucrative. Bon, et puis après, ça ne s'est pas bien passé. Donc ils se sont révoltés, ils ont dit, nous on veut témoigner, parce qu'on a ces éléments-là. Et c'est sur ça que le procureur général à l'époque, Abdoulaye Bari, a été saisi. Avec le procureur du Faso, ils ont regardé le dossier, ils ont estimé que pour eux, ça c'était pas un fait nouveau. Regardez vous-même, appréciez. Donc évidemment, quand on a tous compris que c'était les pesanteurs politiques, donc quand à la faveur de l'insurrection populaire
la transition se met sur pied et qu'un juge est saisi de dossier, je pense que techniquement, il n'y avait pas de difficulté à réouvrir le dossier. Donc, le dossier est rouvert, les inculpations sont faites pour ceux qui étaient encore vivants, parce que ceux qui ont été cités parmi les 6 suspects, beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Et puis François fait l'objet d'un mandat international. L'état du dossier aujourd'hui, c'est que nous attendons que le Conseil d'État français se prononce sur la dernière procédure engagée par les avocats de François contre le décret d'extradition. Vous l'avez dit, beaucoup sont morts. Est-ce que ça n'entrave pas le jugement du dossier? Non, pour le jugement de dossier, ça n'entravera pas. Mais pour la vérité et la pleine justice, oui, quelque part, parce qu'on aurait aimé entendre tout ce beau monde sur leur version, sur ce qui leur est reproché. C'est vraiment dommage, mais bon, que voulez-vous, si ces aspects sont au-dessus de nos pouvoirs, mais le dossier, ça n'empêchera pas qu'il soit jugé pour ceux qui seront en tout cas conduits devant le juge. Monsieur Kam, comment vous appréciez l'évolution du dossier depuis l'insurrection populaire à aujourd'hui? En fait, moi, je voudrais dire parler aux gens ici pour dire que c'est vrai, ça fait 22 ans que le crime a été commis. Mais je dis que si la justice française, jusqu'à la Cour de cassation, a accordé la demande d'extradition de François Compaoré, c'est qu'il y a dans les éléments, il y a dans le dossier des éléments suffisants qui montrent que François Compaoré est impliqué. Donc, en fait, la question aujourd'hui, est-ce qu'on juge avant que François ne revienne ou bien on attend qu'il revienne? Moi, je pense que pour l'édification des populations, il est bon qu'on attende qu'il revienne. Parce que si on fait le jugement en son absence, ce qu'on appelle un jugement par contumace, c'est-à-dire par défaut, on va dire non, de toute façon, il n'était pas là pour se défendre, c'est normal qu'on le condamne. Il faut qu'il vienne, que le procès tienne dans une grande salle où tout le monde va pouvoir aller. Au besoin même, ça va être radio-diffusé, on va pouvoir suivre. Il pourra proposer de se défendre. Si après ça, il est relaxé, il se sera bien défendu, il aura prouvé qu'il n'est en rien auteur de l'ordre, il n'est pas le donneur d'ordre. S'il est condamné, ce sera publiquement. Ça sera un peu comme l'histoire du coup d'État, si l'on peut voir. Donc, par rapport à ça, moi, je dis il faut patienter. Ça fait déjà 20 ans qui sont passés. Bon, le candidat est saisi. C'est une justice étrangère qui a son calendrier de travail. On ne peut pas l'obliger à aller plus vite. Il faut patienter. Mais c'est ça aussi, parfois, quand vous saisissez le juge, la personne que vous poursuivez, contre qui vous engagez, a également des droits. C'est-à-dire que si le Conseil d'État rend sa décision en disant que le décret est régulier, mais l'avocat de François Compaoré peut aller plus loin. Il peut aller au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, ne serait-ce que pour faire traîner les choses. Ça, il faut comprendre cela. Donc, le problème n'est pas est-ce que notre justice est prête ou pas, c'est quand est-ce que François Compaoré va nous revenir. Maître, est-ce que c'est votre avis? Est-ce qu'on peut envisager un procès sans François Compaoré? Mais je crois qu'on envisagera un procès sans François Compaoré que dans l'hypothèse où, de façon absolue, François Compaoré ne pourrait pas être représenté dans ce procès, ne pourrait pas être présenté dans ce procès. Mais sinon, pourquoi s'empresser de faire un procès sans François Compaoré quand le processus est engagé pour son extradition? On ne fait pas un procès pour faire un procès, on fait un procès pour rechercher la vérité et pour rendre justice. Et cela suppose que c'est les personnes qui sont mises en cause, essentiellement, qui doivent être présentes. Donc, oui, si ce n'est pas possible que François vienne, s'il y a des personnes inculpées, on jugera. Mais s'il est possible, comme cela se dessine, qu'ils viennent, il faut attendre qu'ils viennent afin qu'ils soient jugés. Et moi, j'ai bon espoir que François Compaoré viendra répondre de ses actes ici au Burkina. D'accord. Vous l'avez dit, le décret d'extradition est devant le Conseil d'État français. Je précise que c'est la dernière juridiction qui prend les décisions. Est-ce qu'on peut espérer un procès bientôt? On ne peut pas, puisque nous ici, ne pouvons pas dire à quelle date le Conseil français va rendre sa décision. Même si cette décision était rendue, ils ont encore un autre recours qu'ils peuvent faire. Aller à la Cour européenne des droits de l'homme. Et, si vous ne le savez pas, Olivier Su, qui est l'avocat de François Compaoré, c'est l'avocat des présidents africains.
C'est lui qui défend les Omar Bongo, c'est lui qui défend les forts, les Denis Sassou Nguesso. Donc, c'est son domaine, c'est dans ça qu'il mange, c'est dans ça qu'il vit. C'est comme ça qu'il gagne sa vie. Et donc, il va se battre jusqu'au bout pour montrer, pour entre griffes, mériter ce qu'il prend. Et donc, même s'il sait que son recours est vain, il va quand même le faire. Voilà. Ça, on ne peut pas l'empêcher non plus. Sur le plan du droit, c'est son droit d'aller aussi loin qu'il veut. Mais il y a quand même une fin. Et cette fin-là, il faut prier que Dieu nous donne longue vie pour qu'on assiste à ça, c'est tout. D'accord. Maître, est-ce que derrière cette extradition, il aurait des intérêts étatiques ou d'hommes politiques? Vous savez, dans toute procédure d'extradition, il y a deux aspects. Il y a l'aspect juridique et il y a l'aspect politique et diplomatique. C'est-à-dire que quel que soit le pays, quand vous envisagez une extradition, forcément, il faut tenir compte du contexte. D'ailleurs, vous avez vu, vous souvenez-vous, le contexte dans lequel a été prononcé pour la première fois la possibilité d'extrader François Compaoré. C'est lors de la présence du président Macron ici, à l'université de Ouagadougou, qu'il a fait la première fois la promesse, quand il rentrerait en France, de tout mettre en œuvre pour que l'affaire Norbert Zongo puisse connaître un dénouement, en prenant le soin, bien sûr, de préciser que dans le respect des lois et règlements de son pays. Mais on comprend derrière ce que ça veut dire. Donc, c'est vrai, il y a des enjeux juridiques, mais il y a des enjeux politique aussi. Et je suis convaincu que forcément la mobilisation qu'il peut avoir au Burkina dans le cadre de ce dossier peut amener les décideurs, entre guillemets, dans l'homme politique, à faire beaucoup plus pour que ce dossier puisse aller plus vite. D'accord. Et est-ce exclu que son frère aîné, Blaise Compaoré, ne soit pas inquiété dans ce dossier? Parce qu'il faut le rappeler, à l'époque, il était le président du Faso. Forcément, il peut avoir une implication quelque part. Pourquoi dans ce dossier, on n'en parle pas? Non, en fait, c'est comme j'ai dit, par exemple, je sais que au niveau de la commission d'enquête indépendante, quelqu'un avait émis un jour l'idée qu'on convoque Blaise Compaoré. Je dis, mais vous allez le convoquer sur quelle base? Personne des personnes convoquées ici n'a impliqué Blaise Compaoré d'une façon ou d'une autre. Si vous le convoquez, vous allez poser quelques questions. En général, pour convoquer quelqu'un, c'est-à-dire que vous avez déjà des éléments, des informations. Et donc, vous le convoquez, vous savez ce que vous voulez avec la personne. Vous pouvez l'amener à vous donner ça, à vous le dire, même si elle ne veut pas, en le mettant face à ces contradictions. Dans ce dossier, moi, je suis convaincu que c'est une décision, c'est une action, une initiative de François Compaoré seul. Maintenant, en son temps, comme a dit l'autre, entre l'État et ton frère, il faut choisir. Blaise a choisi son frère. Mais Camille, ça c'est la même chose. Entre ma mère et l'État, j'ai choisi ma mère. C'est votre point de vue également. Blaise n'est pas inquiété dans ce dossier? Non, le constat, c'est qu'il n'est pas inquiété, parce que vous regardez dans toute la procédure, nulle part il ne fait état de Blaise Compaoré. Maintenant, il faut distinguer deux aspects. Il y a la question de la responsabilité. La responsabilité, il est évident que Blaise en porte une grande part de responsabilité. Et quand on est président de la République, quand on est le premier, le chef suprême des armées, et que sa garde présidentielle, sous le commandement de son petit frère, se trouve à poser des actes de ce genre, écoutez, ça pose un problème de responsabilité. Maintenant, il y a l'aspect de la culpabilité. La culpabilité suppose que soit Blaise ait participé d'une façon ou d'une autre à l'instruction donnée pour assassiner Norbert Zongo, ou qu'il en a été informé avant par son frère, ou même après, et que, évidemment, s'il a été informé du crime par la suite, et qu'il n'a rien fait pour le dénoncer à la justice, ça engage d'autres culpabilités. Mais là, pour le moment, on n'a aucun élément qui permette d'aller dans ce sens. Si on parle de François jusqu'à présent, c'est parce qu'il y a des éléments concrets qui permettent de l'impliquer dans cette affaire. Vous l'avez évoqué tout au long du débat, il y a des acteurs judiciaires qui ont fait ombrage au traitement diligent du dossier. Est-ce qu'on pourra envisager un jour des procédures à l'encontre de ces personnes-là? Non, moi, je ne sais pas, en 2017 ou 2018, quand le quotidien Le Pays m'a interviewé, moi j'ai dit que, comment il s'appelle, Yamero Draman, Barry Abdoulaye et Sagnon Adama doivent être poursuivis. Mais je n'ai pas le pouvoir de les poursuivre moi.
Maître Faraman, est-ce qu'on peut tenter un jour de poursuivre ces acteurs-là? Ben, c'est à apprécier éventuellement un jour, mais je crois que déjà, il y a l'histoire, au moins pour ce qui est certain, l'histoire au moins en ce qui concerne ces personnes qui ont été trempées dans la mauvaise gestion de dossier Norbert Zongo, bah, l'histoire les poursuivra d'une façon ou d'une autre et pour toujours. Rappelez-vous, le procureur Sagnon, sous la transition, qui avait été présumé pressenti pour être ministre. Vous avez vu ce qui s'est passé. Le peuple s'est dressé comme un seul homme pour dire, pas lui, il ne peut pas être ministre dans ce pays. Je crois que d'une façon ou d'une autre, il aura compris qu'il paye le prix de son mauvais engagement dans le dossier Norbert Zongo. Un temps vers la fin, j'aimerais poser cette question. Comment appréciez-vous l'indépendance de la justice sous le régime de Roch-Marc Christian Kaboré et les facteurs de blocage de traitement des dossiers en justice de façon générale? Votre question n'est pas simple. En fait, l'indépendance de la justice, là, c'est d'abord même le fait des hommes qui animent la justice. Nous avons hérité d'un système juridique et judiciaire qui est calqué sur celui de la France. Et depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, tous les textes qui disent les magistrats disent que les magistrats sont indépendants. Maintenant, il y a ceux-là qui décident d'assumer son indépendance et ceux-là qui est sensible au poste, aux honneurs ou bien à autre chose. C'est ça la question. Et puis, aujourd'hui, pour la nomination au poste de stabilité de l'institution judiciaire, ça se fait sur appel. Donc, en principe, on dit à un poste de procureur du façon qui est vacant, vous déposez un dossier avec votre CV, mais également avec des propositions. Voilà ce que j'entends faire quand je vais être le procureur du façon près le TGI de Ouagadougou. Donc votre projet, si on peut, votre programme, si on peut dire. Sur cette base-là, on sélectionne, vous êtes nommé. Donc, si vous êtes conséquent avec vous-même, c'est ce que vous avez annoncé là, que vous allez mettre en œuvre. Il n'y a pas une autorité quelque part qui va vous dire faites ceci, faites cela, puisque de toute façon, vous êtes nommé pour une durée donnée. Sauf faute professionnelle, on ne peut pas vous enlever de là-bas avant le terme. Donc, juridiquement, le statut aujourd'hui du magistrat, qu'il soit du siège ou du parquet, lui accorde une certaine autonomie. Je ne parle même pas d'autonomie. Maintenant, il y a... Mais moi, j'ai dit, quand ils ont obtenu leur fameuse grille salariale et indemnitaire, j'ai dit, mais en fait, c'est pas ça qui va régler le problème de la justice. Ouais. Parce que là où les gars se faisaient corrompre à 500 000, 1 million de francs, maintenant, ça va être 10 millions, 20 millions. Et voilà, on a vu le cas où les gars donnent 10 millions aux mains pour étouffer un dossier. Avant l'augmentation substantielle de leurs revenus là, aucun magistrat n'allait songer à demander 10 millions pour étouffer un dossier. Il a demandé 10 millions, 20 millions peut-être. Voilà. Donc, voilà un peu la chose. Donc, au-delà de l'institution, il y a les individus qui l'animent. D'accord. Maître, si aujourd'hui le dossier n'a pas connu de jugement jusqu'à présent, est-ce que ce n'est pas dû au fait que certains acteurs qui étaient au pouvoir à l'époque sont toujours au pouvoir? Oui, bien sûr, parce qu'il y a des pesanteurs politiques, c'est évident. Hein? Mais je voudrais quand même revenir rapidement sur la question de l'indépendance de la justice. Parce que nous parlons beaucoup de cette notion d'indépendance de la justice sans nous prononcer sur ce que nous entendons par indépendance de la justice. Parce que si indépendance de la justice s'entend d'une justice animée par des acteurs qui agissent au nom du peuple et pour le peuple, il faut être, je crois qu'il faut être réaliste. Hein. Dans le contexte actuel de la justice que nous avons, vous ne pouvez pas avoir une justice indépendante. Vous aurez une justice qui est le reflet du système politique en place. C'est clair. C'est pas la peine de faire semblant et de prôner des choses qui ne peuvent pas se faire. Vous aurez un jour, si la justice indépendante c'est une justice populaire, vous aurez une justice indépendante le jour où le peuple aura le pouvoir. Hein. À ce stade où nous en sommes, ce qu'on peut dire, on peut constater qu'il y a des acteurs à titre individuel qui sont indépendants. Donc vous aurez des juges indépendants, hein, entre guillemets, selon l'entendement qu'on a de cette notion d'indépendance, mais vous ne pouvez pas parler d'un système judiciaire indépendant, parce que rappelons-le, je ne veux pas insister, parce que le débat serait long sur cette question, mais la justice, politiquement, c'est reconnu. Ce n'est qu'un instrument de pouvoir. Il ne faut pas oublier. La justice n'est pas autre chose que l'expression
hein, d'un instrument du pouvoir. Donc, en fonction du type de pouvoir que vous avez, vous aurez un type de justice. Donc, en attendant, moi je veux dire, contentons-nous d'avoir une justice qui travaille de façon professionnelle. Pour le reste, on en parlera après. D'accord, nous sommes presque à la fin de l'émission. Votre dernier mot, monsieur Kam? Non, donc, je dirais aux gens simplement qu'ils se rassurent, l'affaire Norbert Zongo sera jugée et on saura qui a fait quoi dans cette affaire-là. D'accord. Maître Prosper? Oui, moi je rappelle toujours qu'il ne faut pas que nous soyons pessimistes, que nous restions optimistes, mais surtout que nous sachions apprécier tous les acquis engrangés. Parce que cette lutte pour justice et vérité pour Norbert Zongo, ce n'est pas uniquement pour avoir un procès. C'est déjà aussi, l'essence même de cette lutte, c'est déjà même la lutte en elle-même. Parce que comme l'a dit au début de cette émission le grand frère Kam, grâce à la lutte que nous menons depuis 22 ans, ça nous préserve des horreurs que nous avons vécues jusqu'à l'assassinat de Norbert Zongo. Vous avez vu que chaque fois qu'on a un peu baissé la garde sous ce régime, par exemple, on a très vite constaté que il y a des lois liberticides qui sont prises, il y a des velléités encore de résurgence de ces vieux démons. Donc déjà, le peuple doit être conscient que pouvoir lutter, c'est déjà lui-même se donner les moyens d'assurer plus de liberté pour tout le monde. Donc je crois que nous devons rester vigilants, nous devons nous mobiliser chaque année que Dieu fera pour cette affaire emblématique, pour nous, pour les générations à venir aussi. Et c'est à ce prix-là, je pense, que nous aurons encore un peu plus d'espace de liberté. C'est sur ce mot qu'on va mettre fin à notre émission, chers auditeurs et auditrices. C'est tout pour cette émission. Je rappelle que nous recevions dans notre studio M. Sibiri Eric Kam, président de la Ligue de défense de la liberté de presse. Il était l'un des rapporteurs de la commission d'enquête indépendante dans l'affaire Norbert Zongo. Nous recevions également Maître Prosper Farama, membre du collectif des avocats de la partie civile dans le dossier Norbert Zongo. Durant cette émission, nous avons évoqué le dossier judiciaire de Norbert Zongo et de ses 3 compagnons. La partie technique de cette émission a été assurée par Tiona Sanogo. Demain, à la même heure, une autre équipe vous retrouvera pour une autre émission spéciale 13 décembre sur la thématique la répression et la résistance des militants de Koudougou, comme invité Mohamed Sawadogo et Innocent Nakoulma. Merci de nous avoir suivis et écoutez Radio Liberté sur la 92.8 FM. Restez à l'écoute. Merci. Se tait